il était dans une nasse, il était coincé parce que je rappelle tous les éléments quand même dont on a parlé, dont on parlait hier. Il était confus dans ses explications. Il donnait une version de son emploi du temps qui ne correspondait pas vraiment à celle qu'avaient donné ses parents. C'est qu'on prend tout le monde et puis on sépare les personnes, en l'occurrence 4 personnes, le père, la mère, sa petite amie et lui. On pose des questions. Où étiez-vous, vous, à cette heure-ci? Et puis ensuite, on demande à la maman, au papa, à la copine, vous étiez où? Et lui, il était où? Puis ensuite, quand on recolle les calques, ben, ça ne marche pas. Donc, il était confus dans ses explications, dans son emploi du temps. Il avait des griffures sur les bras, sur les mains, dont il a eu du mal à expliquer la provenance, l'origine. Vous vous souvenez qu'on était dans la même explication avec le Landais qui avait enlevé la petite Maëlys, qui avait dit j'ai jardiné. Bon, c'était pas vraiment l'époque. Et puis aussi, bon, il ressemblait à la vidéo. Et ensuite, on a retrouvé son ADN sur le corps. Et l'ADN, c'est une preuve irréfutable. Oui. L'ADN sur les mains de cette gamine. Absolument, sur les mains de Louise. On ne sait pas encore si c'est sous les ongles. Si c'est sous les ongles, il n'y avait même plus à discuter. Si c'est de l'ADN de contact parce qu'il lui aurait touché les mains. Si elle a sous les ongles de l'ADN parce qu'elle s'est défendue, ça ne sera pas un ADN de contact, un transfert, ça sera du sang. Donc c'est un autre ADN encore, j'ai envie de vous dire, plus... qui signe en tout cas le geste de violence si elle s'est défendue et si elle l'a griffé. Donc tout ça a fait qu'il y était et dans la matinée, là, en début de matinée, il a avoué. Alors il y a des questions sans réponse. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Absolument. Un objet tranchant, c'est ce qu'a dit le procureur. On ne sait pas quel est le mobile. A priori, ce n'est pas un crime sexuel puisque l'autopsie n'a pas révélé d'agression sexuelle, en tout cas la première. A priori, ce n'est pas un crime crapuleux. On a notamment retrouvé le portable de la jeune fille à côté du corps. Donc, si ça pouvait être... Donc, ça serait quoi? Une pulsion meurtrière? Alors, là, il va falloir que les experts psychiatres se penchent sur le personnage de Owen L. et lui posent des questions. Les policiers doivent déjà avoir une idée. Le procureur nous en dira plus tout à l'heure. Soit c'est une pulsion. On voit difficilement cet homme. On sait qu'il l'a suivi depuis le collège jusqu'à l'entrée du bois, et puis qu'elle aussi l'a suivi, puisqu'elle s'est déroutée, elle n'a pas pris le trajet qui rentre chez elle. Peut-être qu'elle le connaissait. Alors. Peut-être qu'elle le connaissait. Ils habitent le même quartier. C'est prémédité, du coup, c'est pas une pulsion. Si c'est ça, il l'a emmenée avec lui, il a prémédité le fait de l'emmener, mais est-ce qu'il avait prémédité le fait de la tuer? Alors, il y aura des questions qui lui seront posées. L'objet tranchant, alors il est sur lui. Alors, en tout cas, vous savez, il aura cette explication. Lui, il dira je l'ai emmené pour parler avec elle. Oui, dans un bois, oui, c'est logique. Je serais assez surpris qu'il dise je l'ai emmené pour la tuer. Et ça ne tient pas debout. Donc, le mobile, c'est compliqué. Pour l'instant. Alors, on parle d'un homme qui serait violent, notamment à l'égard de sa sœur. Oui, on a dit ça, on a dit qu'il était violent à l'égard de sa sœur. Qui n'a pas de vie sociale, qui reste chez lui à jouer aux vidéos, qui n'a pas de boulot, alors qu'il a fait un stage avec un paysagiste. Verts, oui. Mais enfin, visiblement, c'est quelqu'un qui traîne. Les voisins l'ont dit. On le voit souvent sur un véhicule. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui a vraiment une activité. Et qui a pas d'activité. On a une habitante qui a été interviewée par une journaliste de BFM TV hier, une équipe de BFM TV, qui disait il est toujours bien habillé, très bien habillé. Alors donc, on va poser la question où est-ce qu'il achète ses fringues, comment il vit, l'importance de son aspect physique, comme tout un tas de jeunes d'ailleurs. Et puis on a parlé des jeux vidéo. Alors il paraît qu'il passait beaucoup de temps. On dit qu'il passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo. C'est vrai que le personnage va être, va être intéressant d'un point de vue de la criminalistique à observer. Parce que c'est tellement inattendu, cet homme de 23 ans, qui était dans le même collège qu'elle, bon, pas à la même époque, 23 ans, 11 ans, mais qui est un gamin du quartier, et qui va poignarder comme ça sa voisine, c'est tellement... Moi, je connais pas d'histoire comme celle-ci. Enfin, Ah oui? Non, Lina, ça ressemble pas à ça. La petite Lina, l'affaire dont on a parlé, ça ressemble pas à ça. C'est un type qui passe en voiture, qui l'emmène. Moi, j'en connais pas. Je connais des histoires sur fond amoureux. Ce garçon qui avait tué sa petite amie et qui avait enterré le corps. C'était sur fond amoureux. Mais comme ça... Là, il n'y a pas de mobile. Quoi. On voit pas la raison. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais
Est-ce qu'il Parce qu'en fait, un... ce qu'on ne sait pas précisément, c'est est-ce qu'ils se connaissaient vraiment ou pas. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a peut-être eu des antécédents, on ne sait pas ça. Oui, ils peuvent s'être croisés, il peut y avoir quelque chose. Non, mais en plus, ce qui est surprenant, c'est 11 ans, elle part pas avec un inconnu. Pourquoi elle le suit? Est-ce qu'elle a déjà parlé avec lui? Est-ce qu'il lui a déjà parlé avant? Elle est chez elle est dans sa zone de confort. C'est pas quelqu'un qui essaie de l'emmener ailleurs. C'est quelqu'un qui va la suivre en marchant sur le trajet qui va chez elle. Ouais. Elle sort du lycée André Mauroy, 15h20. 900 mètres après, elle doit être chez elle. Donc, visiblement, il a fait le trajet avec elle. Après, le bois n'est pas sur le trajet. Non, le bois n'est pas sur le trajet. Elle bifurque à un moment Au bout des 900 mètres, elle doit bifurquer à droite en épingle à cheveux pour aller chez elle à 150 mètres. Et là, elle continue à pied avec lui. Mais encore une fois, elle est à 200 mètres de chez elle. Oui, mais c'est ce moment-là. Donc, elle ne doit pas se sentir en danger à cet endroit-là. C'est pas quelqu'un qui l'emmène, qui sort de la ville avec elle. Elle est chez elle. Oui, mais elle tourne à un moment donné. Elle prend pas ses 150 mètres. Elle va plutôt dans le bois. Pourquoi elle va dans le bois avec lui. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que dans ce genre d'affaires est-ce qu'il l'emmène chacun une question. Stéphane. Est-ce que dans ce genre d'affaires criminelles, lors de la garde à vue, il est assisté par un avocat? Alors, normalement, oui. Donc, il a droit à un avocat à la première heure de garde à vue, mais il a le droit de renoncer à la présence de son avocat. C'est un droit, c'est pas une obligation. Alors, il y a des... il y a des dérogations. Le procureur peut refuser la présence de l'avocat dans des dossiers très précis, terreau, grand banditisme, pour éviter que les infos fuitent, parce qu'on veut garder la confidentialité de l'enquête. Sinon, garde à vue de droit commun comme la sienne, il a le droit d'être assisté d'un avocat, mais il peut aussi renoncer à la présence de son avocat et accepter de répondre. Or, la présence de son avocat, il doit signer avant. Est-ce que là, il était assisté justement dans ce dossier? Oui, il était assisté. Oui, il avait un avocat là. Alors, est-ce qu'on a des informations sur la famille, en fait, sur comment est-ce que les parents étaient... ils allaient chercher la petite à l'école. Est-ce qu'ils connaissaient ce type? Est-ce qu'il avait déjà vu parler avec leur fille? Est-ce que la famille... On n'a pas encore. Pas encore d'informations là-dessus. Oui, vous savez, ça marche toujours de la même façon. Les enquêtes criminelles, les dossiers sur lesquels on travaille. Là, c'est allé assez vite. 72 heures, 96 heures après, on a le nom, les aveux. Et la phase d'après, demain, vous allez acheter les journaux. Demain, dans les journaux, il y aura le portrait de ONL, qui il était dans le quartier, ses copains parlent, ses potes du club de foot, il a joué au foot. Maintenant, on va savoir tout maintenant. On va tout savoir maintenant, ça va sortir maintenant. Vous voyez, c'est progressif, mais c'est toujours la même chose. J'ai envie de dire, le mode opératoire des journalistes et le mode opératoire du suivi médiatique d'une affaire, il est toujours le même. Maintenant qu'on sait que c'est lui, maintenant qu'il a avoué, maintenant qu'il a signé ses aveux, eh bien, on va s'intéresser à sa personnalité, à la famille, voilà. Et pourquoi on ne donne pas son nom de famille? C'est quelque chose qui m'échappe, moi. Parce que jusqu'à présent, il était présumé innocent. Ouais, il n'y a pas vraiment de règles. Nous-mêmes, on se pose la question. À RMC, à BFM TV, avec Olivier, tout le temps, on dit bon, on donne le nom, on le donne pas. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça n'a pas d'intérêt? Ensuite, on vous dit s'il s'appelle Abdel, oh là là là, il faut pas le donner. Mais s'il s'appelle Jean-Pierre, il faut pas le donner. Oui, mais par exemple, je te donnais, pour aller dans ton sens, il y a eu un premier suspect, un couple a été interpellé. Absolument. Et le nom de cet homme, qui a été innocenté très rapidement, a été donné. Oui, absolument. Et derrière, sur les réseaux sociaux, déchaînement. Incroyable. En plus, comme il avait un nom à consonance étrangère, derrière, une fois de plus, un étranger, etc. Oh là là. Donc attention à donner les noms. Moi, je veux bien, mais il est pas resté très longtemps en garde à vue, très vite. En 12 heures. 12 heures. Mais en 12 heures, pardon, mais son nom a été balancé partout. Mais pourquoi dans ce cas-là, son nom a été donné, y compris par la presse, et pourquoi là maintenant sur lui, qui est vraiment il vient juste d'avouer. Non, Stéphane, il n'est pas donné par la presse. Moi, je suis là samedi. On n'est pas donné par la presse. Nous, on l'a pas donné. Si, tu as raison, mais bon. Je suis de perm à BFM. Enfin, je fais tous les samedis, dimanches, tous les week-ends ici. Je suis là pour faire suivre les obsèques d'Émile de 9h à 17h. Et puis à midi tombe l'affaire Louise et très vite, le nom d'un garçon qui est placé en garde à vue. Il est placé en garde à vue à minuit dans la nuit du vendredi au samedi. On retrouve le corps de Louise 2 heures plus tard à 2h du matin, nuit du vendredi au samedi. Et je regarde sur Internet, l'AFP donne pas, personne donne. Sur Internet, des journaux, mais qui sont en ligne, des journaux en ligne, qui balancent son nom. Voilà, et qui balance même... Entre nous, c'est les policiers qui ont donné le nom. Bien sûr, il est connu otage, traitement des antécédents judiciaires. Et moi, je descends à l'antenne et je dis voilà, il y a quelqu'un, moi je donne pas son nom, mais cette personne qui est en garde à vue a un traitement aux antécédents judiciaires. Je récupère son pédigré,
par mes sources. Et on pouvait penser que ça pouvait être lui, effectivement. Et il y a des trucs, quoi, conduite sans permis, stup, usage, cession. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Bien sûr. Mais l'enquête a été vite. Alors, voilà. Petit ange non plus. L'enquête a été vite. Pourquoi alors Antoine voulait parler de ça. Je voulais parler de la rapidité de l'enquête. Moi, je trouve qu'on identifie très vite l'auteur présumé, etc. Beau travail des forces de l'ordre. Je voulais vous poser la question, Dominique Rizet, de la place de la vidéosurveillance. On a souvent un débat sur la vidéosurveillance est-elle utile ? Et je crois que là, dans cette affaire, c'est la vidéosurveillance qui permet d'avancer vite. Oui, Antoine, énorme. La vidéosurveillance, encore une fois, c'est un atout, c'est un plus tout le temps. Et dans toutes les enquêtes, c'est important, c'est prouvé. Et en fait, bon, nous tous, je pense que tous les 5 autour de la table, ça ne nous dérange pas d'être vidéosurveillés. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a des personnes qui disent, voilà, moi, je veux pas. Il y a beaucoup de maires dans certaines communes, d'ailleurs, notamment des communes écologistes. On avait reçu dans Story, Olivier, vous aviez reçu, j'étais là, comment s'appelle-t-il, le maire de Grenoble, Piolle, monsieur Piolle. Éric Piolle. Et bon, qui n'était pas pour la vidéosurveillance, mais c'est tellement important. Mais dans tellement d'enquêtes, je ne sais même pas dans quelle enquête, maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de vidéosurveillance. À part à la campagne, meurtre à la ferme, il n'y a pas de vidéosurveillance. Mais sinon, il y en a partout. Et je vous rappelle une histoire, Antoine. À Lyon, un type qui dépose un sac avec des explosifs dans une rue piétonne de Lyon, il arrive à vélo. En fait, on le remonte et on sait qui il est parce qu'on va prendre la dernière caméra de vidéosurveillance au coin de la rue, et puis celle d'avant où on voit passer le cycliste, et puis celle d'avant, on fait une rétro-observation et on remonte jusqu'à la cité d'où il est parti et l'endroit où il a acheté des piles pour alimenter sa machine infernale qui va exploser dans la rue. Génial. Donc, qu'on ne nous dise pas que la vidéosurveillance, ça sert à rien. Non, mais il faut vraiment de mauvaise foi pour dire que ça n'aide pas à élucider des affaires. Et sur les images, est-ce que vous savez si on voit de la contrainte ou alors le passage de vidéosurveillance est très court pour se faire une idée, on n'arrive pas à se faire d'idée? Vous les avez visionnés, on les a vus, oui, on les a vus, on les a floutés. Enfin, on a les images, on les a floutées. Et on le voit à côté d'elle. Qui marche à la sortie du collège. C'est l'homme à la doudoune. L'homme à la doudoune avec la capuche relevée et une casquette. Et un peu plus loin, on le voit à côté d'elle. Mais non, on ne voit pas de contrainte. Il marche, il a les mains dans les poches. Doudoune qu'on n'a pas retrouvée, qui était quand même une circonstance aggravante le concernant. Parce que si on n'a rien à se reprocher, on ne se débarrasse pas d'un vêtement. Exactement. Cette doudoune, les policiers de la crime Versailles ne l'ont pas retrouvée au cours de la perquise. Donc c'est une question qu'on lui a posée. Est-ce que vous avez une doudoune comme ça? Pensez bien, c'est vite fait. Et on pose à chacun des parents, et puis aussi à la petite copine, il a une doudoune. Bon, alors, là encore, est-ce qu'ils ont répondu oui? C'est quoi le profil des parents? On le connaît? Non, pas encore. Tout ça, c'est demain. Mais ils sont en garde à vue. Ils sont en garde à vue, absolument. Parce ils ont dissimulé des informations. Voilà, on leur reproche d'avoir peut-être voulu fournir un faux alibi. Les parents. Écoutez, si la garde à vue, Stéphane, si la garde à vue est prolongée, ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils auraient dû dire. Oui, ils ont voulu cacher la vérité. Donc là, ils rentrent dans un cadre pénal. Parce que on a eu ce débat tout à l'heure et Dominique, on l'a eu hier aussi sur un parent ne dénonce pas ses enfants. Ouais. Mais c'est pas la même chose de ne pas dénoncer, de masquer, de faire fausse route, de dire aux enquêteurs non, pas du tout, de faire obstacle à l'enquête, de dire mais s'il était à la maison pendant le créneau horaire, alors qu'il n'était pas là. Mais c'est la règle, c'est la règle. Moi, ça me rappelle quelque chose. Quand un journaliste est entendu, moi j'ai été entendu dans des dossiers judiciaires, mis en examen parfois, condamné une première fois dans l'affaire de Chevaline et relaxé. Dans Chevaline, parce qu'on avait révélé une image de la scène de crime qu'on avait floutée. Le procureur Vaillant était déchaîné contre nous. Puis on a été relaxé. Voilà. Mais journaliste, on te pose une question. On te dit voilà, avant c'était chez les policiers, maintenant c'est chez le juge et jusqu'au tribunal, on peut garder le secret des sources, protéger le secret de protéger nos sources. Eh bien, ça veut dire que en fait, quand on fait ça, on peut dire, on répond aux questions. Je ne réponds pas à la question, je suis journaliste. Secret des sources. Mais si on répond, si on nous montre une photo avec un type et qu'on dit ah non ce type je le connais pas, mais qu'en fait vous le connaissez parce que il apparaît sur vos fadettes, boum, vous avez menti. Et là, c'est plus le secret des sources. Donc quand on dit secret des sources, c'est je ne réponds pas à la question. Vous connaissez cet homme sur la photo avec vous, je ne réponds pas à la question. Il ne faut pas mentir. Et là, c'est vraiment du funambulisme. Donc les parents ont menti. Les parents, d'après a priori. J'imagine que si les parents sont toujours là en garde à vue, et si on les a collés en garde à vue avec la petite copine, c'est qu'ils n'ont pas dit tout ce qu'ils savaient. Je vais dire les choses autrement. D'accord.